Merci à toutes et tous d'être là aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir que j'ai la charge de modérer cette table ronde avec 3 personnes incroyables sur une thématique hyper intéressante. Et je remercie Natacha de faire la traduction avec moi. Alors pour commencer, je vais faire une petite introduction de nos invités. Donc on a le plaisir, je suis très heureuse d'être là, donc je vais répéter plaisir souvent. Peut-être pas vers la fin. Mais donc nous avons le plaisir d'avoir Louise Carré qui a écrit plusieurs livres à 4 et 6 mains avec Linda et Mike, ses parents. Mike Carré qui a été là il y a 2 ans aux Intergalactiques, que vous avez déjà peut-être pu rencontrer, et qui est là avec nous notamment pour la sortie du tome 2 du programme Arlo, qui est publié chez La Talente. Donc on va pouvoir parler un petit peu du programme Arlo pendant la table ronde. À ses côtés, donc Natacha. Et ensuite Floriane. Alors Floriane et moi, on se connaît beaucoup parce qu'on fait beaucoup de tables rondes ensemble. Donc tu es une autrice multi-récompensée pour les romans que tu as écrits. On se sait. Et elle est docteure. Oui, je suis docteure depuis une semaine. Mais c'est pas moi les stars aujourd'hui, c'est nos invités. Et nous sommes là, Floriane nous accompagne aujourd'hui parce que son dernier ouvrage, Regardez tomber tonnerre et pas de tonnerre après les ruines, est sorti chez Argile il y a quelques mois. Donc c'est un super livre où tout le monde meurt à la fin, presque. Parce que c'est l'objectif de carrière de Floriane de tuer tous ses personnages. Plus de souffrance possible. Oui. Et j'ai le plaisir d'être avec Nicolas. Tu as raison. Et donc j'ai le plaisir d'être avec Nicolas Michel, qu'on ne se connaissait pas, mais qui... non, mais c'est pas grave, maintenant on se connaît. Qui a publié Océan, qui est un ouvrage très intéressant, très prenant, dont on va pouvoir discuter aussi. Tu es journaliste, tu es chroniqueur, tu fais tout. Oui. Tout non, mais effectivement, je suis journaliste pour gagner ma vie. Vous savez, la littérature, c'est un peu compliqué quand même. Mais il y a un lien, puisque je suis journaliste spécialisé sur les questions culturelles africaines et les questions raciales qui sont en partie dans le livre. Oui. Donc voilà. Donc un super panel pour un super sujet. Trop bien. Donc je suis ravie. Et avant de commencer, je vais laisser la parole à Natacha, si ça te va, pour nous faire une petite lecture que je ne peux pas faire parce que moi, lire en anglais à voix haute devant un public, laissez tomber, vous allez rien comprendre. Natacha, je te laisse la parole. Donc je vais lire un petit peu en anglais. C'est la page 21 du premier tome de Hunger Games de Susan Collins. And I start. He tells of the history of Panem, the country that rose up out of the ashes of a place that was once called North America. He lists the disasters, the droughts, the storms, the fires, the encroaching seas that swallowed up so much of the land, the brutal war for what little sustenance remained. The result was Panem, a shining capital ringed by 13 districts, which brought peace and prosperity to its citizens. Then came the dark days, the uprising of the districts against the capital. 12 were defeated, the 13th obliterated. The Treaty of Treason gave us the new laws to guarantee peace, and as our yearly reminder that the dark days must never be repeated, it gave us the Hunger Games. The rules of the Hunger Games are simple. In punishment for the uprising, each of the 12 districts must provide 1 girl and 1 boy, called tributes, to participate. The 24 tributes will be imprisoned in a vast outdoor arena that could hold anything from a burning desert to a frozen wasteland. Over a period of several weeks, the competitors must fight to the death. The last tribute standing wins. Merci beaucoup. Alors, traduction à la volée, c'est les règles qui sont expliquées au début de Hunger Games, dans le chapitre 2, qui nous explique l'histoire des Hunger Games, l'histoire de la naissance du Capitole
Et globalement, on choisit deux. Enfin, j'imagine dans la salle, tout le monde connaît les règles de Hunger Games. Ouais, vous connaissez tous l'histoire, que je perds pas de temps à expliquer un truc que vous connaissez. Ok, très bien. Donc, à partir de ça, on a réfléchi comme Hunger Games a été mis en avant dans le titre de cette table ronde. Et je me demandais, pour une petite question très générale, selon vous, qu'est-ce qui est si fascinant dans l'intégration des Jeux Olympiques, n'importe quoi. Pardon. Des jeux du cirque, ça marche mieux. Des jeux du cirque dans la littérature, alors dans la littérature en général et dans la littérature young adulte en particulier. Est-ce que, selon vous, où est-ce qu'on se positionne par rapport à ça ? Pourquoi ça attire tellement ? Vas-y. Alors, en général, on laisse parler les dames, non ? Je dois pas faire ça. Moi. Ouais, okay. Pour l'égalité. Difficile. Je crois que cette question-là, enfin la question des adolescents, à un moment de la vie où on commence à se déterminer et où on s'affronte soi-même et le monde autour, c'est pas propre à Hunger Games. Enfin, moi, je sais que je lisais ça enfant. Par exemple, concernant ce livre-là, moi, quand je l'ai commencé, je pensais à une espèce d'hommage à 2 ans de vacances. Donc, 2 ans de vacances, c'est un bouquin de Jules Verne où des enfants se retrouvent sur une île et doivent en fait reconstruire une société et avec ce côté-là de se débrouiller en tant qu'adolescent, de se construire aussi en tant qu'adulte plus rapidement. Donc, je crois que c'est pas tout à fait nouveau. Dans la littérature d'imaginaire, c'est assez ancien. Ce qu'il y a de très fascinant dans ce que Suzanne Collins a fait, c'est la construction politique qui est à partir d'un personnage, comment on gravit les échelons vers le pouvoir et comment on fabrique aussi le personnage médiatiquement. Alors pourquoi ça séduit ? C'est parce que Young Adult, ça met en scène des jeunes adultes donc, qui s'y retrouvent. Et il y a aussi, au-delà de ça, une fascination, je dirais, un peu érotique sur l'ensemble de la construction adolescente qui n'est pas juste fermée sur les jeunes adultes, qui est aussi dans nos sociétés très présente dans la publicité, le marketing, etc. Donc du coup, moi je pense que c'est pour ça que ça marche très très bien. Oui, en fait, pardon. Moi, ça me fait penser au jeu du cirque tout de suite, Hunger Games. Et je pense que de mon point de vue, ça a marché parce que y a ce truc dans les jeux du cirque, alors tel qu'on l'envisionne, nous, avec notre regard quand même très de notre époque, tu vois, sur la romantique c'est l'outsider qui a une chance de se racheter de sa liberté, de sortir de ses problèmes et de trouver comme un redemption arc, tu vois. Et on avait les gladiateurs qui étaient des esclaves et qui, par les jeux du cirque, pouvaient se racheter, en fait, s'acheter une citoyenneté s'ils étaient suffisamment puissants, s'ils arrivaient à gagner, s'ils mouraient pas. Et là, on retrouve ça dans Hunger Games beaucoup parce que Katniss, c'est un peu l'outsider. C'est le district qui veut pas se battre. C'est la fille qui y va parce qu'elle n'a pas le choix, alors qu'on la met en opposition avec les districts 1 et 2 qui sont formés pour aller dans l'arène, quoi. Et elle est là, et en fait, je trouve que c'est un personnage que j'aime pas du tout, Katniss. Vraiment, je l'aime pas. Mais elle est hyper compréhensible, parce qu'elle veut pas. Elle veut juste qu'on la laisse tranquille. Elle n'a jamais voulu tout ça. Et elle est très cohérente dans son refus constant de dire « Mais moi, j'ai jamais voulu votre histoire. Ok, je le fais parce que j'ai pas envie de mourir, quoi. Mais ça m'intéresse pas d'être célèbre, ça m'intéresse pas d'être politisée, ça m'intéresse pas. » Et en fait, elle est projetée dans ce truc qui est un peu trop grand pour elle. Et ça, c'est un truc que tous les ados, ils comprennent parce que... Tu vois, je vois ma cousine qui a passé son bac et je me dis, elle a 18 ans. Et en vrai, à 18 ans, t'es un bébé. Et on te dit, il faut que tu aies ton métier, et ça sera pour toute ta vie. Et il faut que tu prennes des décisions d'adulte, alors qu'en fait, on te jette dans un monde qui est vraiment très grand pour toi, sans t'avoir préparé à ça. Et je pense que c'est un truc qu'on passe tous par ces étapes-là. Et tu vois, même à 30 ans, des fois, je me dis, oh là là, attends, je faut que je lâche ma déclaration à l'URSSAF, là. C'est vraiment trop grand pour moi, cette histoire. Et je pense qu'on se reconnaît beaucoup dans ce truc-là, où on a l'impression toujours d'être l'outsider dans un monde qui fonctionne très bien sans nous, alors qu'en fait...
et ben, on a notre place dans ce monde-là et il faut aller la arracher avec les ongles, quoi. Et moi, c'est pour ça que ça m'a parlé Hunger Games. En plus, c'est sorti quand j'étais ado, quoi. Ça fait déjà un moment. Et c'est vrai que je me suis dit, ah ok, en fait, on a un personnage pour la première fois qui refuse, qui ne veut pas être ce héros qu'on décrit dans la littérature jeunesse et qui dit, ah franchement, flemme, j'y vais, mais je veux pas tout ça, quoi. So I think my thoughts build on what both of you were saying. When I think about novels like this, I think about what it is like to be a teenager. Donc effectivement, moi aussi, quand je regarde des romans comme ça, ce à quoi je pense, c'est comment on se sent quand on est un adolescent. Qu'est-ce que ça fait? So it's a time of raging hormones, it's a time of really big, really intense feelings, a time where you often feel like things are life and death, even when they are really not, and a time when you often feel as though it's you against the world and nobody understands you. Donc c'est une période où on a toutes les hormones en tempête, on a énormément de sentiments qui sont très très intenses, on a l'impression que tout est une question de vie ou de mort, que c'est nous contre le monde, même quand ça l'est vraiment pas du tout. Et donc c'est une période très intense. So novels like The Hunger Games take these ideas and they literalize them. Et donc des romans comme Hunger Games, ils prennent ces idées et ils les rendent littérales. It really is life or death. It really is you against the world. It takes those feelings of being a teenager and it says, what if those were real? What if those really were the stakes? Voilà, et donc ça ramène dans la réalité tous ces sentiments de l'adolescence en disant, mais est-ce que si c'était vraiment la vie ou la mort, si tout ce qu'on ressent était vrai, s'appliquait vraiment dans la réalité, voilà ce que ça donnerait. And I think, like Florian was saying, that's what makes Katniss's predicament so relatable. It's tying in on an emotional level to things that we have all felt and places we have all been. Voilà, et pour répondre à ce que disait Florian, effectivement, une des raisons pour lesquelles Katniss peut se sentir tellement proche du lecteur, c'est que son combat correspond à toutes ces aspirations-là, toutes ces problématiques de l'adolescence. And I think one other thing that it also ties into is when you are a teenager, you have very little control. You're starting to be born as a person, as we've already discussed, but it's still a time in your life where, for most of us, we don't have a lot of control about how we spend our time, where we go, what we do. We are just starting to get those choices, but there is a lot of freedom that is denied us. Et effectivement, une autre connexion avec l'adolescence, c'est que c'est une période où on a très très peu de contrôle sur ce qu'on fait. C'est une période où on commence à devenir une personne, on commence à venir au monde en tant qu'individu. Mais on a énormément de limites, on a énormément de contraintes, on peut pas choisir où on va, comment on va, avec qui. Et donc c'est une période qui est aussi très frustrante. And I think The Hunger Games and Battle Royale, they explore what it is like to be helpless in a situation, to not have so much control, but they also explore what it is like to start to investigate taking choices for yourselves, taking control for yourself, and that's very much what it is like to be a teenager. Et donc des histoires comme Hunger Games ou Battle Royale nous aident à explorer justement ce sentiment d'impuissance et aussi, pas seulement le sentiment d'impuissance, mais aussi ce que ça fait de commencer à prendre en main les choses, à prendre en main son futur, son destin, ses actions. Fini. Merci beaucoup. Du coup, je vais rebondir sur ça parce qu'il me semble que dans vos textes, tous les trois, on retrouve des personnages comme ça qui à la fois parlent vraiment alors à l'adolescent ou en tout cas au rectorat, purée. Désolée, je suis fatiguée. Au lectorat. Ça c'est à cause des profs au premier rang là, ils m'ont bisou tête. Donc je reprends. Donc le lectorat. Mais donc vous avez des personnages qui sont dans une posture de marginalité ou en tout cas comme tu parlais d'outsider. Donc pour toi, alors j'ai noté pour pas oublier, donc il y a Nell et Chloé qui se retrouvent dans une posture de devoir, pas à la même époque parce que pour faire un résumé très très court de Océan, on suit deux lignes narratives avec un décalage temporel. Donc on suit une jeune fille qui se retrouve avec une écaille qui est la première d'une mutation génétique, et ensuite c'est 52 ans, non, 51 ans plus tard, on se retrouve avec un autre personnage dans un système où les mutations sont davantage communes, et c'est toujours des personnages qui ont une espèce de marginalité et qui, en tout cas pour Nell,
une espèce de marginalité qui nous amène à questionner la norme. Alors pour toi Floriane, alors j'ai pensé d'abord à Violente dans Rouille, mais c'est vrai qu'avec Féral et j'ai oublié son nom, attends j'ai tout noté, Lothier, ouais, on est aussi dans une... Alors c'est pas des adolescentes. Non. En fait, tu pourrais presque te dire que Féral elle découvre la vie à ce moment-là, quoi, vu qu'elle sait pas d'où elle vient et que elle se comporte comme une ado. En fin de compte, vraiment, qui découvre le monde. Alors qu'elle, Hunger Games, c'est sa vie, quoi. Genre, tout est question de vie ou de mort, et elle est l'outsider par excellence. C'est ça. Et dans le programme Arlo, on rencontre Tanta qui avec sa compagne Rite, sont aussi confrontés dans des sujets de nous versus le monde, nous versus l'entreprise concurrente. Et donc il y a toujours une tension qui émerge et une volonté de questionner le système d'une posture extérieure ou d'outsider. Est-ce que, enfin je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en fait, là, donc, comme on suit deux lignées, donc Nell qui est née en 2050 et puis Chloé qui est née beaucoup plus tard, ce sont deux femmes qui sont nées avec une écaille sur la nuque. Et à partir de ce moment-là, je développe toute une idée de concours qui sont créés par un personnage pour sélectionner parmi les gens qui naissent, les quelques humains qui naissent avec cette écaille sur le cou. Et il veut créer une société avec uniquement une partie de ces personnages sélectionnés. Mais du coup, on a deux personnages différents. Nell, c'est la première, donc elle fait partie du côté un peu expérimental de la chose, donc elle passe ce concours, je vais résumer rapidement, elle ne le réussit pas et puis elle refuse de le réussir parce que ça ne l'intéresse pas d'être sélectionnée sur un critère physique. Et Chloé, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est la jeune fille qui, avec plus ou moins avec laquelle le roman commence. Et elle, c'est quelqu'un qui a été, on comprend assez vite, totalement embrigadée. Donc elle est persuadée d'être particulière parce qu'elle a cette particularité physique. Et elle a été éduquée dans cette formule. Et elle n'est pas, pour le coup, pas du tout marginale. Elle est complètement, elle est ultra violente et on va dire complètement lobotomisée, complètement obsédée par ce qu'elle veut réussir. Et moi, je pensais plus, quand j'ai écrit ça, à la question c'est un parallèle scolaire, mais avec des classes préparatoires qu'on peut avoir en classe, c'est-à-dire où il faut être le meilleur. Et elle a décidé d'être la meilleure, donc c'est tant sur le plan physique que sur le plan intellectuel. Et je pousse le truc jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle est prête à être la meilleure, quel qu'en soit le coût, le prix, et ce qu'elle passe, donc le concours qu'elle passe au départ, c'est une forme d'entretien d'embauche poussée à l'extrême. Donc du coup, elle n'est pas marginale du tout. Effectivement, c'est un peu le contraire avec Nell, mais je ne vais pas développer là-dessus. Faut pas spoiler. Voilà. Ah, c'est marrant, parce que moi j'ai fait une classe préparatoire et c'était super chouette. Non, mais c'est vrai, et en fait je voyais tous mes copains qui faisaient des classes prépa à Paris, qui déprimaient à mort, et c'était horrible, ils me racontaient des choses horribles, et moi j'étais là genre, non, moi je rigole bien, vraiment, c'est sympa, passer 2 années sympa. Et ben moi en fait, maintenant que j'y pense là, tu vois, avec ce que vous dites et tout, je me rends compte qu'en fait l'univers de Tonnerre c'est un Hunger Games inversé, où les gens ils se battent pour rentrer dans le Hunger Games, quoi. Parce que du coup Tonnerre, donc c'est un monde post-apo, où tout a été détruit, et il reste entre autres Tonnerre, qui est une ville où on continue à essayer de soigner toutes les mutations qui ravagent un peu la population. Sauf que pour pouvoir accéder à ces soins, il faut être sélectionné pour rentrer dans la ville. Et donc les gens affluent vers Tonnerre en espérant être choisis pour pouvoir participer aux campagnes en fait, de tests qui vont leur permettre peut-être de survivre, d'être soignés ou de trouver des solutions à toutes ces mutations. Et du coup, en fait, c'est un peu la guerre pour essayer de rentrer dans Tonnerre. Donc, en fait, eux, ils se font c'est les Hunger Games pour rentrer après dans les Hunger Games, sachant que peut-être ces tests vont les tuer. Enfin, ils n'en savent rien, quoi. Mais ils sont persuadés que ça va les sauver. Et Féral, qui donc elle est une mutante, est aussi persuadée que la solution à tous ces problèmes se trouve à Tonnerre. Et sans être prête à tout, pour le coup, pour réussir, elle veut savoir et elle a besoin d'aller voir ce qui se passe là. Et elle se rend compte que rentrer dans Tonnerre, ça a toute une série de conséquences et que ce combat-là entraîne plein d'autres combats qui sont moralement discutables, quoi.
So from the sounds of it, my series, Le Programme Arlo, has a lot of thematic similarities to your works. Donc, à ce qui semble, ma série Le Programme Arlo a énormément de thèmes en commun avec le travail de Florian. So it's set in a society where governments have collapsed and the world is ruled by corporations. Donc l'histoire se passe dans un monde où les États se sont effondrés et en fait le monde est dirigé par des corporations, des entreprises. And the protagonist is a ward of a corporation, so she was raised by a company rather than raised by parents. Et donc le personnage principal est une pupille d'une de ces corporations. Elle a été élevée par l'entreprise plutôt que par des humains. So what you were saying, Nicholas, about about protagonists not being marginalized from the perspective of your story, they're actually part of the dominant culture. That's very much the scenario for my protagonist. She is part of the dominant culture. She was raised by the corporation. She's very much in the mainstream. Donc effectivement, ce que tu disais, Nicolas, quand tu parlais de ne pas venir des marges, de ne pas devenir justement la culture dominante, c'est ce qui se passe avec mon personnage principal. Elle a été élevée par la corporation, elle fait partie de la culture dominante, elle est complètement à l'intérieur du système. The way in which I think she is an outsider is in the way that she appears to the reader. So a lot of my early readers told me that they absolutely hated her until something that happens partway through that I can't tell you for fear of spoilers. Et donc là où on pourrait la considérer comme un outsider, c'est par rapport au rapport du lecteur à ce personnage principal, puisque énormément de mes premiers lecteurs m'ont dit qu'ils la détestaient absolument jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose dans le livre que je dirais pas parce que spoilers. So I think from the perspective of like most of my readers, my protagonist is the way in which she is marginalized and outside of the norm because she's very outside of the norms that we live by today. And that's partly because she has given herself wholeheartedly to this corporate struggle. She doesn't see anything outside of it and she doesn't think that there's any problem with that. Et donc, effectivement, la façon dont on peut la considérer à la marge, c'est vraiment dans la perspective des lecteurs. Elle est à la marge de ce qu'on vit aujourd'hui, de notre société d'aujourd'hui, parce qu'elle s'est donnée corps et âme à ce combat entre entreprises. Elle est dévouée à l'entreprise qui l'a élevée, et c'est ça son monde. Et donc, ce qui peut nous sembler étrange. What you were saying, Florian, about the struggle to get into the city, it's similar in my series in that there are corporate enclaves where people have access to care. And then there are some people, the unaffiliated, the people without a corporate affiliation, who do not have access to those same things. Et donc, de la même façon que dans les romans de Florian, où il y a des gens qui se battent pour rentrer dans des villes, on retrouve à peu près la même chose parce qu'il y a des enclaves qui sont possédées par les corporations où on peut accéder aux soins médicaux et les gens sont prêts à se battre pour avoir accès à ce soin médical, pour avoir accès à ces enclaves. Though actually, in my series, what I was interested in exploring was a group of marginalized people who, rather than trying to engage in that struggle to try and access the things that the privileged elite have, I was trying to imagine how a group of marginalized people might instead choose to create their own systems and structures outside of that corporate control and try and create something for themselves. Et donc, ce que je trouvais intéressant dans mon roman, c'est de travailler sur des groupes de personnes marginalisées qui, en fait, refusaient de participer à cette espèce de guerre, de refuser d'essayer de rentrer dans le système. Et je voulais imaginer justement des communautés qui créent leur propre système en dehors de ce système oppressif qui existe via les corporations. Fini ? C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que dans Tonnerre, en fait, quand Feral arrive, donc elle découvre cette ville qui est organisée différemment et en fait elle réalise que y a aussi des gens qui refusent de participer à ces Hunger Games et qui décident en fait de s'extirper de ça et de construire leur société ailleurs, alors avec des valeurs aussi moralement discutables, mais qui justement disent en fait tout le monde fait ça. Mais nous, peut-être qu'on peut construire autrement et accepter la mutation et vivre autrement que ces mutations-là comme une fatalité qu'il faut absolument guérir. Et c'est marrant parce que j'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps sur le corps et sur ça. Et ça m'a fait penser, j'ai eu une espèce de révélation philosophique où j'ai dit en fait on adore parler de mutation et du corps. Et en fait, je me suis dit mais en fait ça veut dire que par essence on considère que le corps humain il est imparfait et qu'il doit toujours être soigné dès le début. Et c'était une question qu'en fait je me suis rendu compte que je développais dans Tonnerre. Et de dire, voilà, peut-être qu'il y a d'autres moyens de faire société sans passer par cette amélioration du corps, que ce soit par la science ou par la mutation.
Et du coup, je me reconnais beaucoup dans cette démarche de sortir de la norme et de refaire société autrement, quoi. Non, moi, ce que je voulais dire par rapport aux entreprises, etc., c'est que cette Chloé, donc, qui est ultra violente, etc., ce que j'ai essayé de faire, c'est qu'elle est ultra violente pour aussi rentrer dans une société. Donc, pour le coup, c'est une ville qui s'appelle Océan. Et j'ai voulu que ce soit pour quelque chose qui est a priori très positif, c'est-à-dire une société nouvelle ultra écologiste où on va essayer de construire quelque chose de nouveau et de respectueux de la nature. Et donc, j'aimais bien cette idée, cette petite contradiction entre rentrer par quelque moyen que ce soit dans une société où l'on propose d'améliorer, ou en tout cas de rendre meilleure l'humanité. Après, je ne sais pas plus. Mais du coup, c'est une société qui n'est pas vouée à être offerte à tout le monde. C'est le centre même du livre. Ok. J'en dirai pas plus. C'est très intéressant. Ce teasing. Et c'est rigolo parce que à vous écouter, je pense beaucoup au Rivage des Intouchables de Francis Berthelot, alors qui est ici sur le festival. Oui, forcément. Alors si vous n'avez pas lu Le Rivage des Intouchables, c'est merveilleux comme livre. Et alors ça parle d'homosexualité, ça parle de rejet, de non-conformité et de ségrégation. Mais il y a alors cette trope de l'écaille, parce que dans les personnages du Rivage des Intouchables, en fait, on a deux types de mutations qui ont touché l'humanité après plusieurs bouleversements climatiques. Et il y a le peuple proche de la mer qui a développé des écailles parce qu'ils vivent proche de la mer, ils vivent dans l'océan. Et on a un personnage qui lui vient des terres et qui, par amour pour un des personnages, un des humains, des êtres vivant près de la mer, se fait greffer des écailles. Et ça crée une espèce de panique morale, à l'indécence et blablabla. Enfin, vous connaissez le discours. Mais on se sait. Mais c'est intéressant cette question de la ville parce que ça interroge la notion d'urbanité. Donc l'urbanité pensée comme antonyme de la ruralité. On vit en ville plutôt qu'en campagne, mais l'urbanité aussi pensée comme paradigme des relations sociales, des règles qu'on choisit pour faire commun et qui me semble être... dans un espace qui est clos souvent, limité dans l'espace. C'est ça. Et j'ai l'impression que dans vos trois textes, on a cette interrogation sur quelles règles on fait société, qu'est-ce qui rentre dans la pensée du commun, qu'est-ce qu'on choisit d'exclure. Do you want to react? Or should we go first? Non, oui, la question du commun est centrale. En fait, je suis parti au départ, c'est une de mes interrogations, et partie de ma fréquentation des Marvel et des super-héros, etc. Et ce constat, donc ces super-héros qui séduisent énormément et qui, en fait, nous disent que l'humanité peut être sauvée par un messie ou un super-héros, c'est la même chose. C'est une pensée hyper fasciste, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un seul humain qui peut, humain ou surhumain, qui peut sauver tout le monde. Donc ça, et c'est quelque chose dont on abreuve les gamins, tout le monde. J'adore, mais et évidemment, il y a quand même quelques auteurs comme Alan Moore qui ont questionné tout ça et critiqué vertement cette position vraiment fasciste. Et du coup, je voulais travailler sur cette construction du héros. En l'occurrence, ce sont deux héroïnes. Donc, la première qui est embrigadée et qui pense qu'elle va rejoindre une entreprise qui peut sauver le monde, mais avec un certain nombre d'élus donc j'emploie le terme élus à bon escient. Et puis Nell qui, elle, va plus réfléchir et essayer de construire du commun à partir du commun, c'est-à-dire à partir de la collectivité et de l'association de plusieurs personnes qui travaillent ensemble pour essayer d'améliorer les choses, mais qui elle-même ne veut pas le pouvoir, elle ne veut pas être la chef, elle ne veut pas donner des ordres, elle veut juste que du commun émerge quelque chose de meilleur. C'est intéressant parce que tu dis sur la ville, parce que
pour le coup, Lottie et Feral, elles vivent pas dans les villes. Elles vivent à l'extérieur, ce qui est déjà considéré comme très bizarre parce que y a rien dehors en fait, et tout est très dangereux. Et du coup, en fait, Tonnerre, c'est un peu la première fois que Lottie que Feral est confrontée à la civilisation, entre guillemets, et tout ce qu'elle voit lui paraît incompréhensible. Elle comprend pas pourquoi on fait des enfants, alors qu'en fait, il y a rien, quoi. Elle comprend pas pourquoi les gens, ils s'entassent dans la crasse et la misère, alors que, en fait, elle vit pas si mal que ça dehors, quoi. Et du coup, ça questionne la relation aux autres. Elle apprend des règles qu'elle comprend pas ou qu'elle connaissait pas en arrivant en ville. Et ça restructure un peu sa pensée avant qu'elle la déconstruise et qu'elle dise, mais en fait... moi, je veux pas vivre comme ça, quoi. Et je trouve que c'est intéressant de montrer que, justement, il y a d'autres façons de vivre en communauté que dans la ville, qui reste, d'une certaine manière, de mon point de vue, c'est un peu le lieu par défaut de l'humanité. En fait, c'est notre construction, c'est quand même d'avoir fait des villes, fait des agglomérations, enfin des endroits où la population se rassemble pour faire communauté. Avant, aucun autre animal, à part peut-être les abeilles, mais ça reste très restreint. Et les fourmis ne font ça, en fait, à vivre autant, quoi. Et du coup, c'est intéressant de voir ça. Et je trouve que le post-apo ou l'anticipation sont particulièrement intéressants pour explorer ça. Parce que en imaginant qu'il n'y a plus d'État ou de politique, on s'affranchit de plein de règles que nous, on connaît déjà et qui nous contraignent dans comment on imagine la société et le fait de vivre ensemble. Et en faisant exploser ces contraintes-là, on peut imaginer des nouvelles choses, bonnes ou mauvaises, mais on peut pousser ces choses-là aussi à l'extrême, en passant par exemple par les grosses corporations, le cyberpunk, et en se disant, en fait, voilà, est-ce que ce modèle-là est viable, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est vrai que tout ce qui est anticipation est intéressant parce qu'effectivement, je pense que dans notre manière aujourd'hui capitaliste d'envisager la société, on ne l'envisage pas autrement qu'en ville. Et d'ailleurs, c'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup cette opposition ruralité, urbanité, quoi. Alors qu'en fait, il y a quand même deux mondes, il y a des mondes entre tout ça et on pourrait le faire. Il y a plein de communautés autonomes, indépendantes qui arrivent à vivre sans que ce soit complètement des hommes des cavernes non plus, quoi, qui vivent en société avec Internet. Et du coup, c'est vrai que la littérature est très utile pour explorer ça. Vive la Z libre. The more I hear about your book, Florian, the more I think that we might have written a very similar book. Le plus j'entends parler de ton livre, Florian, le plus je me dis qu'on a écrit des livres qui sont quand même très très similaires. So in the Programalo, I was thinking about a lot of these things, especially thinking about the collapse of states and the collapse of laws and what might replace them as a means of governing a city. Donc moi, quand j'ai écrit, j'ai énormément pensé à justement l'effondrement des États, l'effondrement des lois, et ce que ça pourrait vouloir dire pour la société. And the avenue that I chose to explore was the idea of replacing democratic laws with a sort of social media community guideline style form of governance. Et donc la voie que j'ai choisi d'explorer, c'est la possibilité de remplacer des lois un petit peu démocratiques par quelque chose qui ressemble aux community guidelines, donc un peu au règlement d'utilisateurs des réseaux sociaux. So the city in Le Programalo is governed by a set of community guidelines, which is a sort of... I think it's interesting how social media companies call their rules their guidelines, their community guidelines. It sounds very fluffy and nice, and it sounds very communal and inclusive. And actually, it's the opposite of all of those things. Et donc la cité qu'on a, la ville qu'on a dans le programme Arlo est dirigée par justement, à la place de ces lois, ces community guidelines, un peu comme dans un réseau social. Et je trouve que c'est... Alors community guidelines, on pourrait le traduire par la charte de la communauté. Et c'est drôle parce que en disant ces mots-là, on s'attend à quelque chose qui est très collectif, qui est très sympa en fait, qu'on a décidé tous ensemble, alors que ce sont des règles assez arbitraires finalement. And so in my society, you have a set of rules where it sort of sounds ostensibly as though people have a say and a voice and some kind of way of organizing collectively, but in fact, the rules are imposed top down. They govern what type of person is allowed to have access to public spaces and take part in sort of civic discourse and activities. And instead of it being a true democracy where people have agency, that is replaced by consumer choice, which is an illusory form of choice at best.
Et donc dans ma société, on pourrait avoir l'impression, en fait, avec cette charte de la communauté, que les gens ont le droit de s'exprimer, ont le droit de choisir ce qu'ils font. Mais en réalité, ce sont des règles qui viennent vraiment d'en haut, qui sont très hiérarchiques. Et c'est tout ce règlement qui décide qui a accès à l'espace, qui a accès à la parole. Et donc personne n'a vraiment accès à la démocratie, personne n'a vraiment accès au droit de faire ce qu'ils veulent. Et à la place, on remplace ça par consumer choice, c'est-à-dire un petit peu le pouvoir de l'acheteur. Voilà, on décide, on peut participer au système en décidant où est-ce qu'on met notre argent, cette espèce de mythe-là. Fini. Et c'est intéressant parce qu'au début du programme Arlo, on a cette scène où on a un médecin qui va à la rotonde et qui... alors du coup, je vous le dis à vous parce qu'elle va le traduire en même temps. Au début du programme Arlo, donc on a cette scène où on se retrouve dans la rotonde, qui est une espèce de grand complexe hôtelier très prestigieux, un peu comme à Paris, n'est-ce pas, qui est pas... on s'entend. On a un médecin qui a acheté les services d'une prostituée et qui n'est pas content du service rendu parce qu'il lui a demandé qu'elle le morde et il a eu mal. Et du coup, il ne veut pas payer pour le service rendu. Et voilà, on en est là. Et en fait, on apprend que quand on rentre à la rotonde, alors tout le monde a une espèce d'écran qui s'affiche et on a les conditions générales d'utilisation. Et on est obligé d'accepter les conditions générales d'utilisation quand on rentre dans l'hôtel. Et lui, il les a acceptées évidemment parce que sinon il ne pouvait pas rentrer. Et quand il est repris par la direction de l'hôtel en mode mais alors en fait vous n'êtes pas content mais tant pis, vous avez vu le service que vous avez demandé, le fait que vous ayez eu mal en fait c'est votre problème et vous avez accepté les CGU donc vous devez payer le service. Et il est laissé, c'est pas un spoiler, hein, mais on le laisse tranquille parce qu'en fait il a 10 000 je sais pas quoi de crédit et comme sa valeur sociale est aussi élevée, on le laisse partir sans payer. Voilà, donc il y a un arbitraire des lois qui s'applique selon la valeur qu'on a dans la société. Ouais, non mais c'est du délire. Lisez le programme Arlo, c'est trop bien. Enfin, lisez Regardez tomber tonnerre et lisez Océan, tout ça, c'est des ouvrages excellents. Ah oui, mais c'est Regardez tomber tonnerre. Voilà. Ah, pardon. Tu veux... But yeah, that's very much everything that you said. That was very much what I was thinking about when I was trying to construct this society, a society where everything is governed by a sort of faux legalese. Alors c'est tout à fait ce à quoi je pensais quand je pensais à mon livre. C'est une société qui est dirigée par cette espèce de faux langage juridique qui fait beau. And a society where to even access a public space or to access a private space, you have to agree up front to a long list of terms and conditions that you're not going to read, because in modern society we never read those. You know, you just tick the box and you move on. And I thought, wouldn't it be interesting if those box ticking exercises were now dictating everything about our lives, where we could go and who we could see, and things much more important than just having a new app. Et ce à quoi je pensais quand j'écrivais le roman, c'est qu'est-ce qui se passerait si justement cette action de cliquer, de cocher la case des termes et conditions, êtes-vous d'accord, ça s'appliquait pas juste à installer une nouvelle application, mais aussi à tout ce qu'on faisait dans la vie, c'est-à-dire aller quelque part, qui on peut voir, et ce sont des termes et conditions qu'on ne lit jamais, parce que voilà, on clique juste la petite boîte, et qu'est-ce que ça ferait si toute notre vie était régie par ce système-là. But at the same time, as you pointed out, there are always exceptions. For people of a high enough status and with enough power, the rules can always be bent, which I think has always been the case. Et en même temps, comme tu disais, Floriane, il y a toujours cette idée que pour des gens exceptionnels, on peut toujours plier les règles, on peut toujours changer et ne pas les appliquer, ce qui est quelque chose qui, en fait, finalement, a toujours existé. Which sort of brings us back to, I think, territory that we were in earlier about sort of whose utopia is it, whose city is it, to whom does it belong, who has the access and who does not. Et finalement, je crois que ça nous ramène à quelque chose dont on a parlé un petit peu plus tôt. En fait, à qui elle est cette utopie, à qui elle est cette ville, à qui elle profite et puis aussi à qui elle ne profite pas. Because I think one thing that it sounds like a lot of our works have in common is that if you tick the right social status or power boxes, these systems could be a utopia for you. You could experience them as perfect and unproblematic.
But if you do not tick those boxes, you will be permanently excluded and erased from these places. Parce que je pense que quelque chose que nos travaux ont en commun, c'est que si vous êtes une personne qui coche toutes les cases, qui correspond à tout, bah, c'est des mondes qui peuvent être utopiques, qui peuvent être formidables, dans des mondes dans lesquels on est heureux de vivre. Mais si on coche pas toutes ces cases, c'est l'extrême inverse, c'est quelque chose qui devient intenable. Et c'est marrant parce que j'ai pas encore lu le programme Arlo parce que j'ai pas eu le temps, parce que je dois lire d'autres trucs plus pressés. Mais donc Louise elle parlait d'utiliser les CGU comme règle de vie et je me suis dit au début c'est hyper intéressant, mais en fait ça repose quand même sur beaucoup la bonne volonté des gens de respecter les règles. Comme sur Twitter ou sur Instagram, on se dit, bah voilà, ok, on fait attention de ne pas mettre des images porno ou de ne pas agresser les gens, soi-disant. Et en fait, on accepte tous implicitement de respecter ces règles-là en utilisant les plateformes. Et en fait, je me dis, bah, en fait, ça n'a pas valeur de loi, ça repose sur un accord implicite, quoi, un contrat social. Sauf qu'en fait, ça marche exactement comme les lois, parce que la loi, c'est un contrat social aussi qu'on fait. Sauf que bon, après, il y a une milice pour réprimer, mais il y en a peut-être une, je pense. Mais du coup, je me suis dit, en fait, c'est exactement comme la loi. Et je me dis, en fait, il y a... Et je me suis dit, c'est exactement comme la loi, parce que je me dis, parce qu'en fait, du coup, on peut quand même transgresser la règle si on a assez d'argent ou assez de pouvoir, et c'est exactement le principe de la loi aujourd'hui, quoi. Et du coup, c'est intéressant parce qu'en fait, ça montre juste que tout fonctionne toujours de la même manière, et que le problème ne fait que se répercuter autrement, mais ça reste le même problème tout le temps, quoi. Oh, sorry. Attends, tu t'es arrêté où? Je sais plus. Okay. Du coup, je disais que oui, en fait, c'était intéressant de voir que, en fait, des CGU, qu'on pourrait penser être un contrat social, en fait, ça s'applique exactement comme la loi. Et que si tu es assez puissant ou fortuné, en fait, tu peux contourner la loi. Et c'est toujours le même problème, encore et encore, juste déplacé. Alors, sur la question de la loi, moi je me suis un petit peu amusé parce que en fait, le monde est régi par des lois partout, sauf en mer. En fait, grosso modo, les lois, elles s'arrêtent à, je ne sais plus, 250 000 des côtes. Et au-delà de ça, quand vous êtes en dehors d'un territoire, il y a très peu de lois, il y a quelques accords maritimes mais qui sont plus ou moins ratifiés. Et du coup, on va dire le méchant de l'affaire, lui, il s'est installé dans les endroits où il n'y a pas encore de loi. Enfin, en tout cas, c'est pas rigide. Donc à partir de ce moment-là, les gens qui parviennent à le rejoindre sont hors la loi, mais ne peuvent pas être poursuivis puisque de toute façon aucune loi ne s'applique. Et je voulais réfléchir sur ça et sur les utopies dont vous parliez, c'est-à-dire que les utopies, il n'y en a plus beaucoup. Et la seule qui nous fait marcher un petit peu aujourd'hui, c'est une utopie qui est, en fait, j'ai un qualificatif qui est une utopie négative, c'est-à-dire l'écologie, c'est une super utopie, mais c'est une utopie du ralentissement, de quelque chose il faut faire moins, il faut faire mieux, mais c'est pas une utopie similaire à celle qu'on avait avant, qui était de grandir plus, d'être et du coup il y avait cette question de la frontière marine qui est très proche de nous, qui est une frontière que le capitalisme n'a pas encore vraiment réussi à transgresser parce que au-delà de certaines distances des côtes, c'est très profond, c'est très compliqué. Mais je voulais aussi travailler sur cette question de l'exploitation des ressources et comment le capitalisme, en fait, finalement, s'arrange avec les lois, comme vous disiez, vous, de la même manière. Surtout, ça me fait penser à l'espace, où de plus en plus, on se dit qu'il va falloir régir ça, parce qu'on va aller sur Mars, mais qui va aller sur Mars? C'est pas la Terre qui va aller sur Mars, ça va être les Américains. Donc ils vont dire que c'est chez eux, ils sont pas stupides. Donc du coup, en fait, comment on fait ça? Enfin, comment on régit ça, quoi? Et par exemple, pareil, là, on commence à parler de pollution spatiale, le fait que ça fait des années qu'on envoie de la merde dans l'espace et que en fait, c'est en train de former une ceinture autour de la Terre, que c'est pas bon pour nos satellites, qu'on continue à envoyer des satellites et que c'est un truc qui se mord la queue et qu'il faudrait peut-être nettoyer. Alors super, SpaceX, ils font des réservoirs réutilisables, top. Faites plutôt des filets pour aller ramasser toutes les merdouilles qui traînent là-haut, ça serait mieux. Mais du coup, ça veut dire que qui prend la responsabilité de tout ce qui a été envoyé là-haut? Est-ce qu'on segmente l'espace? Comment on segmente l'espace? L'ISS, il y a un roulement, mais en fait, ça ne va pas durer tout le temps. Quand on va rajouter des modules chinois, est-ce qu'il n'y aura pas plus de modules chinois? Donc, est-ce que ce n'est pas à la Chine, en fait, l'ISS? Comment c'est géré ça? Et c'est vrai que
ces espaces non soumis aux lois, le capitalisme a tendance à aller vers la légifération de ces espaces-là, quoi, inexorablement, quoi. Mais les plus proches sont en mer. Enfin, Ouais. ça va être plus facile et les fonds marins sont extrêmement riches. Donc en métaux rares, tout ce dont on a besoin pour faire nos téléphones. Et aujourd'hui, il commence à avoir la capacité d'exploiter ces fonds-là. Et on en parle. Ça a commencé un peu à changer ces 2 dernières années, mais on en parle très très peu. So if we're on the subject of capitalism extending into previously unreachable spaces, that's something that I'm very interested in too. Et donc, effectivement, puisqu'on arrive sur le sujet du capitalisme qui s'étend dans des espaces que jusqu'à présent avait été relativement intouchés, c'est un sujet qui m'intéresse. But for me, as a lapsed psychologist, my interest was in the extension of corporate control into the human psyche, which is another unreachable place, though, on a different level to space or the sea. Et pour moi, en tant que quasi psychologue, et en tout cas psychologue un peu avorté, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était cette question de l'impact des corporations sur la psyché humaine. So currently we have corporations and marketing departments have lots of ways to attempt to reach into our psyches sort of at one remove. I was interested so my book centers around the creation of a new technology, the Inscape, which allows direct access by corporations to individual neurons and the manipulation of people's thoughts through that mechanism. Et donc actuellement, quand on regarde les corporations, quand on regarde les départements de marketing des entreprises, il y a un accès à notre psyché, mais qui est un peu décalé. Il y a une étape supplémentaire, il y a une étape intermédiaire. Ce que je voulais développer dans mon roman, c'est une nouvelle technologie qui s'appelle Inscape et qui permet un accès direct dans la psyché des gens pour justement le marketing et les entreprises. But I think where it ties into what you were both saying about sort of that idea of accessing a space that was previously inaccessible, as soon as technology permits access to a space that one previously couldn't access, capitalism dictates that there will be questions over who gets to own that space and how it is going to be divided up. Et donc effectivement, là où je pense que ça rejoint ce que tu étais en train de dire, c'est que aussitôt qu'on accède à un nouvel espace, aussitôt qu'on a la technologie pour accéder à des lieux qu'on accédait très difficilement avant, eh ben, le capitalisme va venir se poser la question de comment on répartit, comment on divise ces lieux-là, comment on divise les ressources. So it can no longer exist as purely as something private or personal in the case of the mind, or as something beautiful or something wild for its own sake. It must be commodified, cut into portions. Et donc, à partir du moment où c'est un petit peu colonisé par le capitalisme, ça peut plus exister. Alors, quand on pense à l'esprit, à quelque chose de privé et de personnel, ou même à quelque chose de beau, quelque chose de sauvage, puisque ça a été divisé, et donc on n'a plus accès à ce que c'était avant. Ah, fini. Oui, peut-être sur le contrôle de la pensée. Je reviens à mes histoires de classe préparatoire et d'entretien d'embauche. Vous avez dans les écoles de commerce, aujourd'hui, quand vous rentrez ou après, quand vous avez un entretien d'embauche, vous pouvez avoir des tests psychologiques. Donc, quelque chose avec 800, 900, 1000 questions auxquelles vous devez répondre en 1 heure. Enfin, je ne sais plus quel est le timing, mais ces tests psychologiques sont extrêmement fiables. Je veux dire, on peut savoir ce que vous avez dans la tête, comment vous vous comportez, comment vous risquez de vous comporter, quel type de personnalité vous êtes. Et à partir de ça, on peut décider si vous êtes bon pour cette entreprise ou pour cette école de commerce. Et ça, cette connaissance de la psyché humaine, ne serait-ce que par vos navigations sur Internet, c'est déjà, c'est pas du tout, c'est pas demain, quoi. Je pense que c'est intéressant, mais j'ai l'impression quand même que dans le roman de Louise, tu me diras si je me trompe parce que je ne l'ai pas encore lu, les gens choisissent d'avoir accès à cette technologie Inscape, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc en fait, on choisit aussi de laisser un accès à cet endroit de notre esprit qui était inaccessible. Comme aujourd'hui, en fait, on choisit aussi de passer 3 heures par jour sur Instagram qui nous bombarde d'images et qui nous rebrand le cerveau pour qu'on aille cliquer sur des trucs qu'on n'aurait jamais cliqué avant. En fait, on a aussi... c'est aussi un choix qu'on fait d'accepter cette technologie-là. Et ça me fait penser à
un roman que j'ai lu qui s'appelle Résistance 2050, qui est pas incroyablement bien écrit, mais qui est hyper intéressant. En fait, c'est presque un essai de philo où justement il y a des Français qui ont un Nobel et qui inventent une puce qui permet de guérir Alzheimer et Parkinson. Et en fait, on commence à donner ça aux malades, puis après on commence à donner ça à plein de gens parce qu'en fait, on peut télécharger plein de modules. Et en fait, par exemple, les enfants vont plus à l'école parce qu'on peut télécharger du savoir et des trucs comme ça. Et en fait, la créatrice, elle a des doutes à un moment, mais en fait, elle dit en fait, choisir de ne pas se faire pucer, enfin de ne pas choisir la technologie, c'est du coup renoncer à faire société avec le reste de la société qui avance technologiquement. Et du coup, c'est intéressant de se dire, dans le cadre de l'esprit, comme tu disais, en fait, oui, on abandonne quelque chose, mais est-ce qu'on a vraiment le choix, si on veut continuer à exister dans l'espace commun, de ne pas être comme les autres, quoi. That's the thing, isn't it? It is a choice, but it also is not a choice at all, because as life moves increasingly online, do you really have a choice outside of participation? And I think it sounds like both of us were sort of trying to imagine that in our fiction. What would leaving behind that society, what would making that impossible choice, what would that actually look like practically? Eh ben, c'est la question d'ailleurs, effectivement, parce qu'en fait, c'est un choix, mais c'en est pas vraiment un. Est-ce qu'on a vraiment le choix de refuser ? Est-ce que dans un monde où tout est en train de se déplacer vers Internet, on peut vraiment refuser et rester en dehors de tout ça ? Et la question qu'on explore, je pense, dans nos romans, c'est les gens qui refusent de faire ça, qui seraient-ils ? Quelle espèce de gens ils seraient et comment ils feraient ? Qu'est-ce qu'ils feraient ? Alors il nous reste très peu de temps et du coup pour raccrocher les wagons avec le titre de la table ronde, je vais essayer de faire une question qui va nous ramener vers là. Du coup quand vous écrivez vos textes et dans une perspective générale, la dystopie young adulte, est-ce que d'après vous, est-ce que ça favorise la politisation du lectorat ou est-ce qu'au contraire ça offre une lisibilité du monde qui déplace le regard sur les enjeux du réel et qui donne une solution un peu facile par rapport à... En fait, il y a un problème qui est simple, qui est déterminé. La ville, les corporations ou l'embrigadement, c'est un problème qui est simple, binaire, et il suffit de se révolter contre ça pour pour faire révolution et pour imposer un nouveau système. Est-ce qu'on est sur une politisation qui amène plus loin le lectorat ou juste simplifier une lisibilité du monde qui vient compenser l'obscurité de celui dans lequel on vit? Et juste avant que vous répondiez, Audrey Plenay, qui est sur le festival là, pour Rossignol, qui est très très sympa par ailleurs, et Rossignol c'est trop bien à les lire, a un blog où elle parle de la différence entre la dystopie traditionnelle et la dystopie young adulte, qui est vraiment super intéressant, donc je vous invite à aller lire ça. Je vous laisse répondre. Alors, quand j'ai lu le résumé que vous aviez fait pour la table ronde, je me disais, c'est marrant, j'ai lu tout ce qu'il y a dedans. Donc la sélection, la divergence et tout. Et en fait, je crois que j'aime pas la dystopie young adulte. Parce que, en fait, pour moi, le problème, c'est qu'on ne parle... En fait, le problème de la dystopie, en général, c'est qu'on parle de destruction, mais on parle pas de comment on reconstruit derrière. Et en fait, c'est facile de faire la révolution, parce qu'en fait, on sait comment ça marche. On sait comment il faut faire, mais en fait, ce qui est important, c'est, ok, une fois qu'on a fait la révolution, il se passe quoi après? Comment on reconstruit, comment on change ce truc-là? Concrètement, ok, on a fait la révolution, et derrière, comment on vit dans les débris de ce truc-là? Et autant, je trouve que par exemple, Divergente est très mal écrit parce que c'est très binaire ce qui se passe, autant j'étais hyper triste de la fin de Hunger Games parce qu'en fait, pour le coup, on nous montre un système politique qui ne marche pas, enfin, en tout cas qui est très segmenté, quoi. Et on s'arrête au moment où enfin on se dit que ça va changer et on ne nous dit pas... on nous dit qu'à la fin, Katniss, elle vit dans sa baraque dans la forêt là, et qu'elle est contente avec ses enfants. Ok, mais super, moi je suis très contente qu'elle soit heureuse parce qu'elle méritait d'être heureuse. Hein. Mais comment les gens y vivent? En fait, comment tu... Parce que, ok, les districts, ils sont pas tous heureux, il y a des districts qui vont mal, mais les gens au Capitole, ils sont très heureux dans ce monde-là. Eux, c'est leur monde. Même le district 1 et le district 2, en fait, eux, ils ont accepté ces règles-là. Donc là, pour moi, en fait, je trouve que c'est pas dangereux, mais c'est très petit comme scope parce que ça te montre qu'un tout petit fragment de ce que c'est la révolution, alors que en fait, c'est juste la partie facile de tout casser. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas des dystopies où justement on va pas plus loin que ça et on nous montre pas un peu derrière, une fois que tout est brisé,
comment on reconstruit sur les cendres de ce truc-là. Donc, pour moi, il manque un truc pour que ça ait un vrai impact sur la jeunesse d'un point de vue politique et qu'ils se remettent en question des choses. Il faut aller plus loin. Mais c'est pas sensationnel de construire. Parce que ça veut dire qu'il faut faire des réunions en communauté, il faut se mettre d'accord, enfin tu vois, c'est un processus qui est pas... Non mais c'est vrai, c'est pas drôle. Les âgés quoi. C'est pas drôle, mais c'est ça le truc hyper important de la société, c'est de réfléchir ensemble, c'est de aller petit à petit, et ça prend du temps et c'est pas sexy. Alors que des ados qui s'entretuent dans une arène, c'est hyper cool. Ouais, alors, bon, en fait, moi, je n'écris pas de dystopie young adult. J'ai fait un livre qui, pour le coup, se passe dans le futur et relève de l'anticipation. Et dans le travail, je veux surtout éviter, même si je défends certaines idées et comment on le fait tous, mais je veux surtout éviter de donner des leçons de morale ou de quoi que ce soit. Du coup, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment l'évolution des personnages, comment on peut partir, être complètement embrigadé, et puis au fur et à mesure que ça avance, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de la beauté, de la nature, c'est quelque chose de magnifique, etc. Ça peut vous faire changer, et comment au contact de l'autre, alors c'est vraiment le sujet du livre, c'est comment en fait on peut se construire qu'avec les autres. On va changer, on va sortir d'un système comme ça, trop rigoureux, trop violent, etc. Du coup, je me pose plus la question de comment mes personnages vont grandir ou vont changer, que de donner une solution politique, même si sur le fond, je sais que j'en donnais une. So I definitely think like you said, Florian, it's much easier to break something than it is to build something new in its place. Je suis tout à fait d'accord avec Florian quand tu dis que c'est beaucoup plus facile de détruire quelque chose que de reconstruire quelque chose à la place. Dystopias like The Hunger Games do a really good job of smashing everything down and seem to slightly run out of ideas when it comes to building something back up. Et des dystopies comme Hunger Games font un très très bon travail de tout casser, mais c'est beaucoup plus compliqué derrière de se poser la question de reconstruire. I do think there's an oversimplification in that, because it encourages people to think of politics as sort of a series of evil structures that must be smashed, but it doesn't propose constructive solutions for what has to come after, and there does need to be an after. Et je pense vraiment qu'il y a une simplification à l'outrance dans la dystopie, parce que ça encourage à voir la politique comme une série de structures malveillantes qu'il faut détruire et à ne pas aller plus loin, justement. And I think that actually a lot of dystopian YA fiction isn't particularly interested in the after, because there's a strong element of voyeurism in stories like The Hunger Games. You're invited to take pleasure in the spectacle of things being dreadful, and especially in the spectacle of the violent games. Et je pense effectivement que les dystopies young adult ne sont pas forcément très intéressés par le fait de parler de l'après, parce qu'il y a une espèce de voyeurisme dans Hunger Games par exemple. Il y a une espèce de voyeurisme, cette idée qu'on va tirer plaisir de voir des choses atroces. So I suppose our position when we're reading The Hunger Games is more like the privileged viewers in Panem than it is being part of the beleaguered people in the district. We're the watchers taking entertainment from the games. Et donc je pense que dans Hunger Games, notre position, c'est plus celle justement des voyeurs privilégiés de Panem qui regardent le spectacle, qui profitent des jeux du cirque, plutôt qu'une autre position. On est vraiment dans la position de ces gens qui profitent du spectacle. It's very hard to move from that to a position to imagine how you would build a better future. Et c'est très difficile de quitter cette position pour aller vers une position où on réfléchit, on essaye d'imaginer un futur meilleur. Though I think for my own part, I'm sort of with you, Nicola, in that in my fiction at least, I try and start with individual steps taken by individual characters. Maybe just because I find imagining a future system headache-inducing. Et donc, je serais plutôt avec Nicolas parce que je pense que, en tout cas, dans mes œuvres de fiction, je travaille beaucoup sur des actions individuelles qui sont faites par des personnages individuels, parce que je trouve que de construire un système, d'imaginer un nouveau monde, c'est prise de tête.
I think imagining those systems in their entirety is very hard, but imagining the steps that individuals might take to start to build something better is, for me, a good way of trying to encourage that constructive engagement rather than that voyeuristic kind of taking pleasure in just watching the spectacle of suffering. Et donc, je pense que construire un système de bas en haut, c'est très très difficile. Mais ce qui est plus facile déjà, c'est de montrer les petites étapes, le début de la construction de quelque chose. Et je pense que c'est une bonne façon aussi d'encourager les gens à faire cette démarche, d'aller essayer de construire, d'aller commencer à poser les premières briques, plutôt que de profiter de cette manière un petit peu voyeuriste, de regarder la souffrance et de s'arrêter là. Though it is hard because, as you said, political administration isn't sexy, and that's a problem I've been grappling with at various points in the trilogy. Voilà, mais effectivement, c'est très difficile parce que la politique, les AG, ça n'a rien de sexy, et c'est quelque chose qui m'a posé problème aussi à plusieurs moments pendant que j'écrivais la trilogie. Super. Alors juste pour les AG, si vous connaissez pas la séquence Hartmann de Paul Pandelakis, ça fait longtemps que j'en avais pas parlé. Il y a un chapitre entier sur les AG dans les mouvements militants. Bon, déjà, Saul Pandelakis, c'est génial. Il est sur place, allez le voir, il est incroyable. Sa fiction, c'est génial. Et il y a des AG dans ses textes. Voilà. Ceci étant dit, on est un petit peu en retard, mais est-ce que vous auriez des questions ? Si vous en avez, je vous invite à venir du côté de Louise pour prendre le micro directement parce que le câble est plus long. Voilà, n'hésitez pas. Si vous en avez pas, moi je pose des questions aux invités, mais... Ce que vous avez dit sur le fait qu'on est plus intéressé de voir des systèmes se faire démolir plutôt que de les reconstruire, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec une amie il y a longtemps, où justement on parlait de ça. Et en fait, c'est pas que lié à la dystopie, en fait, c'est dans la plupart des genres, c'est plus simple d'aborder la destruction d'un système, l'union de toutes les forces contre un ennemi commun. Dans Le Seigneur des Anneaux, ils détruisent Sauron et puis on voit le couronnement et on voit pas ce qui se passe après. Dans Harry Potter, même si j'aime pas en parler, ils détruisent l'ennemi commun et puis après c'est Ellipse et on passe 20 ans plus tard. Est-ce que vous pensez que c'est inévitable, parce que j'ai essayé du coup de réfléchir à des œuvres où justement qui abordaient cette question de la reconstruction et j'en avais pas du tout qui me venait. Du coup, est-ce que vous pensez que c'est inévitable, que c'est un sujet qui est juste pas sexy et que c'est juste pas intéressant de s'intéresser à ça? En plus, tu parles d'Harry Potter, mais en fait, on sait même pas ce qui se passe vraiment du tout. Enfin, l'épilogue, c'est vraiment un truc ça n'a pas de sens. Mais alors, je pense, parce que je me suis mis à la philo des derniers temps, je pense qu'en fait, réfléchir à la construction, c'est en fait la société, c'est un vrai sujet philosophique, c'est hyper compliqué, quoi. Et je pense que, en fait, si on veut proposer des solutions, il faut faire de la philo. Et nous, on est des auteurs et des autrices, et je pense qu'on a quand même un but de divertissement, poussé peut-être à l'extrême un peu avec le voyeur, parce que comme le dit Louise, il y a un truc un peu de voyeurisme là-dedans, quoi. Mais je pense qu'en fait, je pense que ouais, c'est que c'est compliqué et qu'il faut un background quand même, tu vois, presque universitaire de c'est quoi la société, comment tu construis une société qu'on n'a pas forcément. Et pour le coup, comme Nicolas et Louise disaient, c'est plus facile de semer les graines d'un changement et de dire voilà, en fait, déjà le changement est possible, on vous montre qu'il y a des petites choses à faire, mais par contre, aller imaginer derrière quelque chose, c'est vrai que c'est un exercice qui est hyper compliqué, il faudrait qu'on écrive des essais de philo sur ça. Et alors après, il y en a qui font, tu vois, par exemple, Résistance 2050, là, c'est un roman, mais c'est presque un essai philosophique sur comment tu construis une autre société dans un truc hyper technologique, quoi. Mais du coup, c'est pas très agréable à lire en fin de compte, parce qu'on t'explique beaucoup de choses tout le temps, de comment ils ont fait et tout, et donc du coup, ça fait pas un roman, quoi. Mais je pense que ouais, en fait, c'est pas que c'est pas sexy, c'est aussi que je pense que c'est très compliqué. Et que on fait du divertissement, mine de rien. On est là pour divertir. Et il faut quand même que l'histoire elle soit sympa et faire un livre sur que des âgés. Ça ne doit pas être très sympa, tu vois.
Après, il y a des rebondissements, du drama. Des bien sûr, enjeux. tu vois. Mais bon, voilà, c'est moins divertissant. Peut-être on doit demander à Saul de nous faire un roman qui se passe qu'en minutes d'âge, tu vois, mais je pense que c'est un sujet qui est très difficile de construire. Et par exemple, une des questions qu'on se pose jamais, c'est de se dire, est-ce qu'on peut pas construire sans détruire ? Est-ce qu'avec ce qu'on a là, on peut pas trouver une solution qui partirait pas de « Ah non, en fait, il faut faire table rase pour recommencer ». Peut-être qu'on peut trouver une autre solution déjà maintenant. Mais ça, c'est compliqué. Ça veut dire que la société doit faire bloc, qu'il doit y avoir ce qu'ils appellent en Iran la révolution lente, en fait. Se dire qu'en fait, les choses, elles changent, mais ça se voit pas. Mais en fait, les choses, elles changent. Et ça, en fait, ça veut dire changer une société sur un temps très long, sur 50 ans, 100 ans. Et ben, en fait, c'est compliqué aussi à imaginer. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont pas trop... qu'on met pas trop en avant, parce que en fait, c'est pas très divertissant d'écrire un roman qui se passe sur 200 ans et où en fait, on te dit juste les choses changent, mais tu ne le vois pas parce que c'est très long et très subtil. Mais ça change. Et c'est vrai qu'on sait comment ça marche, le changement. Ça marche souvent par la loi. Et la loi qu'on construit sur des fondements philosophiques, bon, bah, la loi, faire un roman sur la loi, ça reste un truc... alors on peut suggérer que la loi qui s'applique à tout le monde n'est pas forcément une loi contraignante, c'est juste une loi qui garantit que tout le monde est à peu près à la même enseigne. Mais c'est vrai que ça fait pas un roman, quoi. I just had one more thought about your question. I don't think that it's inevitable. I think it's a question of perspective, like the angle through which you tell the story. Alors, j'avais une dernière chose peut-être sur cette question-là. Je pensais que probablement c'est pas inévitable, mais c'est une question de perspective, c'est une question de l'angle de l'approche qu'on prend quand on raconte l'histoire. Your question made me think of Exit West. I don't know if anyone's read it. I'm really sorry, I'm completely blanking on the name of the author. But it's an excellent book about the collapse of international borders. Et donc la question m'a fait penser à Exit West, qui est un livre excellent, et par contre j'ai plus du tout le nom de l'auteur, et qui est un livre très intéressant sur l'effondrement des frontières. And sort of about the collapse of the idea of nation states and the building of what comes after nation states. I think it's an incredibly hopeful book. It's also very philosophical, but all of those things are happening in the background, and what is foregrounded is a romantic relationship between the two main characters and the course of their relationship as they navigate their new society. So I think there are ways of telling stories about building, about constructing something better, that don't just take the form of maybe inaccessible philosophical essays, because they are focusing on individual lives and individual courses. Sorry, that was a mouthful. Et donc c'est un roman qui parle un petit peu aussi de l'effondrement des États-nations, mais qui est plein d'espoir, qui est très philosophique, mais qui ressemble pas non plus à un essai philosophique, puisque en fait ce qu'on a, toute cette transformation, cet effondrement se passe en arrière-plan de l'histoire, et au premier plan de l'histoire, en fait, ce qu'on a, c'est une relation romantique. C'est une histoire d'amour, et en fait on va suivre le développement de cette histoire d'amour, et la manière de raconter l'histoire, c'est voir cette histoire se développer sur la trame de fond des événements politiques, et je pense qu'il y a des manières de raconter des histoires, il y a des manières de raconter la reconstruction qui soient pas forcément sous la forme de philosophie, qui soient un petit peu opaques, un petit peu inaccessibles. Mais en fait, je pense que c'est intéressant, mais ça, en fait, on a plus l'habitude de montrer des sociétés différentes qui fonctionnent différemment, mais pas comment on arrive à des sociétés qui fonctionnent différemment. C'est ça que je voulais dire, peut-être qui n'était pas clair. Et que oui, effectivement, je pense qu'en SF surtout, on a l'habitude, et on en fait plein, de montrer d'autres sociétés où on a reconstruit différemment, mais on est déjà dans la société reconstruite, et on n'a pas forcément vu le processus qui a permis d'arriver à cette société construite différemment. Bon, dernière question rapide, parce que vrai, il faut qu'on laisse... Alors c'est un peu compliqué, parce que plus on avance dans les réponses, plus ma question est de moins en moins pertinente. Mais effectivement, on parle beaucoup de philosophie, mais est-ce que la réponse ne serait pas justement politique, au sens comment rendre intéressant une reconstruction après une dystopie? Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer au point de départ, on se dit on fait la reconstruction, et c'est à travers cette reconstruction
qu'on imagine ou qu'on représente la révolution qui a eu lieu avant. Et à partir de là, l'histoire, en fait, c'est un conflit entre différents points de vue, mais de façon politique, parce que les politiques fiction, c'est quelque chose qui se fait beaucoup et qui pour autant n'est pas inintéressant ou soporifique. C'est justement, est-ce qu'on peut pas mettre le combat sur le terrain des idées et justement mettre en place des protagonistes qui chercheraient à représenter, sans forcément dire lequel a tort, lequel a raison, mais à partir de ça, vraiment essayer, avec la politique, de rendre les choses intéressantes pour cette reconstruction. J'ai jamais lu de poétique fiction, alors je ne sais pas, mais peut-être oui. Mais dans le roman, la question porte sur le roman, la construction du roman, ou sur parce que on peut faire un essai, mais sur un roman, ça reste un petit peu plus compliqué puisque quand on essaie de créer un personnage, tout l'intérêt du personnage, tout ce qui fait à la limite la réussite du livre, c'est que ce personnage soit complexe. Et l'incarnation des idées politiques dans les personnages, elle est très risquée parce que très vite, si on en fait l'incarnation d'une idée, on en fait un personnage qui n'est pas vivant. C'est là où enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais moi je suis gêné pour donner des réponses, même à travers des personnages, parce que si le personnage a la réponse, est sûr et certain de sa réponse, il devient ce personnage un peu totalitaire qui dicte une conduite. Et ça... Justement, l'idée, c'est pas forcément de suivre un seul personnage, c'est en suivre plusieurs qui s'opposent. On peut penser notamment à tout ce qui est Game of Thrones, où on suit énormément de factions qui ont leurs propres idées, leurs propres idéaux à avancer. Et à partir de là, chacun choisit son parti. À partir de ça, et c'est là qu'on essaie de construire quelque chose de différent. On n'est pas obligé de montrer quelque chose qui va jusqu'au bout, mais au moins, on parle de reconstruction et différentes façons de reconstruire qui s'opposent. Oui, ça clairement, dans beaucoup de bouquins, on propose une sorte de solution à travers des choix différents. Alors moi, sur ces galeries de personnages, je me permets de prendre la parole, parce que j'ai travaillé sur la trilogie de Mars de Kim Stanley Robinson, qui fait énormément ça, qui présente des galeries de personnages qui ont effectivement chacun des idées. Ça ne veut pas dire qu'ils évoluent pas, mais justement, on voit énormément, alors je pense dans le livre du milieu de la trilogie, mais alors dans plein de ces autres livres qui se passent pas sur Mars aussi, on a plein de points de vue, et ils représentent énormément le débat par les facilitateurs du débat et par les modérateurs. C'est-à-dire qu'on voit aussi justement ce qui est intéressant dans les AG, ce qui est intéressant aussi un peu dans les coulisses des AG, c'est tous les gens qui sont pas forcément dans un camp ou dans l'autre, mais qui vont essayer d'aller tisser les liens et d'aller trouver le compromis ou les endroits où justement on pourra pas faire de compromis. Voilà. C'était mon petit... Merci beaucoup. Eh ben, on va s'arrêter. Je vous remercie mille fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous invite à célébrer nos invités et surtout Natacha qui a fait un travail extraordinaire. Merci beaucoup. Et je sais pas, vous êtes en dédicace tout l'après-midi ? Eh bien, je vous invite à aller vider votre PEL. Oui, et je vous souhaite une bonne suite de festival.